Le 5 mai 1986, à Paris, la petite Cécile Bloch, 11 ans, est retrouvée morte dans les sous-sols de sa résidence. L'enfant est morte étranglée, elle a été violée, elle a reçu un coup de couteau sous le sein gauche. Oh, je pense qu'elle s'est débattue, oui. Le tueur n'en est sûrement pas à sa première tentative. En gros, il s'agit d'un puzzle. Voilà. Une affaire va nous amener à nous intéresser à une autre affaire. Au 36 quai des Orfèvres, les enquêteurs de la brigade criminelle sont sur les dents. On épluche tout, ça c'est le rouleau compresseur de la brigade criminelle. Et on trouve rien, quoi. On a affaire à un barbare, qui torture, qui donne des coups de couteau à la gorge, qui étouffe, qui brûle. Le prédateur est d'autant plus dangereux qu'il peut s'attaquer à n'importe qui. Il ne se concentre pas sur une catégorie très particulière de victimes, très précise, très ciblée. Un détail physique a marqué les témoins et les victimes qui lui ont survécu. Cet homme avait le visage grillé. Il frappe au grand jour, se moquant d'être vu. Il nargue la police, se faisant lui-même passer pour un policier. Si on a affaire ou à un violeur ou à un tueur en série ou les deux à la fois, l'impunité les encourage à poursuivre. Il est le dieu, quoi, le dieu qui décide de la vie ou de la mort de sa victime. Malgré les nombreux témoins, malgré les avancées de la police scientifique qui ont permis d'isoler son ADN, 25 ans après, le tueur en série court toujours. Il est monté en puissance tout au long de ces années. Piste faussement prometteuse, coup de théâtre fracassant, retour sur une enquête hors norme qui peut encore être relancée. Au même auteur pour 5 affaires différentes. Si aujourd'hui on arrivait à identifier le grêlé, on éluciderait donc 5 affaires d'un seul coup. 5 affaires au moins, puisqu'il est suspecté dans une dizaine de viols ou de meurtres en tout. Mais malgré 7 juges d'instruction et malgré les efforts des enquêteurs de la brigade criminelle de Paris, près de 25 ans après son premier crime, il court toujours. C'est ce qu'il y a de plus incroyable. C'est l'affaire, ou plutôt les affaires, non élucidées, les plus anciennes et les plus énigmatiques de l'histoire de la PJ parisienne. Alors pour tenter de comprendre, revenons au tout début de cette traque sans précédent sur les traces du grêlé. Elle commence il y a 24 ans avec le viol et le meurtre de Cécile Bloch, une petite fille de 11 ans passionnée de violon. C'est là que le grêlé fait son entrée sur la scène judiciaire pour ne plus jamais la quitter. Nous sommes le 5 mai 1986. Il est un peu plus de midi ce premier lundi du mois de mai. Depuis son lieu de travail, Suzanne Bloch téléphone à son domicile de la rue Petit dans le 19e arrondissement de Paris. Elle veut s'assurer que sa fille Cécile, 11 ans, est bien rentrée déjeuner, comme d'habitude. Mais ce jour-là, dans l'appartement du 3e étage, le téléphone sonne dans le vide. Jean-Claude Dissez est l'avocat de la famille Bloch. Et là, elle l'a appelé, pas de réponse. Téléphone à l'école, mais on n'a pas vu votre fille ce matin. Et là, affolement général, ils se sont précipités pour revenir de leur travail sur leur lieu d'habitation. L'inquiétude fait place à la panique. La mère de Cécile est bientôt rejointe par son mari Jean-Pierre. Ensemble, ils se lancent à la recherche de leur fille pendant que le gardien de l'immeuble parcourt les sous-sols de la résidence, inspectant les moindres recoins. 15 heures. Au 3e sous-sol, dans un petit local désaffecté où sont entassés de vieux morceaux de moquette, le gardien aperçoit par terre une tache claire dans la pénombre. C'est le bras d'un enfant. Le gardien soulève le pan de moquette. Cécile est allongée là, sans vie. Bernard Pasqualini fait partie des premiers enquêteurs qui arrivent sur la scène de crime. Le parquet décide de saisir la brigade criminelle, donc nous nous rendons sur place et nous commençons nos constatations. Anéantis par la nouvelle, les parents de Cécile préviennent Luc, le demi-frère aîné de la victime. Il était alors âgé de 24 ans. J'ai été prévenu en début d'après-midi par Jean-Pierre, mon beau-père, qui m'a dit que Cécile n'était plus. Et il y avait beaucoup de monde dans l'appartement, beaucoup de monde. Les enquêteurs de la brigade criminelle, la crime, investissent les sous-sols de l'immeuble. Ils remarquent que le niveau -3 n'est pas desservi par les ascenseurs. On y accède par un petit escalier depuis le niveau -2. Le local où gît le cadavre de Cécile se trouve à quelques mètres de l'escalier.
Ce local, c'est une petite pièce où normalement n'avaient accès que les gardiens de l'immeuble ou les employés qui venaient effectuer des travaux. Elle est dépourvue d'éclairage, mais par contre, il y a un éclairage sur le palier, dans le couloir. Le sol est constitué de sable, ce n'est pas un sol bétonné ou carrelé. Les techniciens de l'identité judiciaire figent la scène de crime, font des photos, recherchent d'éventuelles empreintes digitales que l'agresseur aurait pu laisser. Rapidement, on avait appris qu'au niveau traces papillaires, c'était négatif. Et donc, à partir de là, il a été procédé aux constatations sur le corps. Elle est recouverte d'un morceau de moquette qu'on a jeté. Elle n'est pas couverte avec soin. On l'a dissimulée grossièrement. Hein, voilà. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est morte. Jean-Pierre, mon beau-père, l'a vu. Il a vu Cécile, une partie de Cécile, dans une position qui est très marquante, qui reflétait la violence de ce qu'elle avait vécu. On se trouve en présence d'une fillette d'une douzaine d'années, 11 ans, qui a une partie inférieure du corps dévêtue. Elle est allongée sur le ventre, la tête en direction du mur du fond du local. Elle porte une trace de strangulation au cou, une plaie au thorax, et manifestement, elle a subi des violences sexuelles. Alors que les hommes de la crime terminent leur constatation, Dalia, une amie de Cécile, attend impatiemment sa copine pour commencer leur cours de musique. Le professeur, ne voyant pas arriver son élève, téléphone aux parents et apprend la tragique nouvelle. J'ai su par la prof de musique de chambre qu'elle avait été retrouvée morte dans la cave, enfin dans le parking. Et je me souviens que c'était tellement assourdissant, c'était le fait divers, quoi. Enfin, ça pouvait pas être réel, ça pouvait pas être la petite copine que je connaissais. En fin d'après-midi, le corps de la petite Cécile Bloch est transporté à l'Institut médico-légal de Paris. Les enquêteurs comptent sur l'autopsie pour leur fournir plus d'éléments sur les circonstances du meurtre. En attendant, le lieu du crime leur fournit déjà quelques indications sur l'auteur. Nous sommes derrière la résidence de la rue Petit, où Cécile a été tuée. C'est une résidence habitée par de nombreuses familles. Il y a en tout 850 logements. Et les faits ont lieu en début de journée, à un moment où il y a beaucoup de passages. Oui, on pourrait se dire que ça représente un certain risque pour l'agresseur. Mais peut-être que justement, pour lui, ce risque augmente l'excitation du passage à l'acte. En tout cas, il n'y a pas de grande difficulté à pénétrer dans les lieux. À l'époque, on peut entrer dans cette résidence assez facilement. Par exemple, par le parking souterrain. Il y en a plusieurs, en se faufilant derrière une voiture. Une fois dans le parking, on peut accéder sans problème à toutes les cages d'escalier de la résidence. En 1986, au moment des faits, il n'y a pas de digicode ni de passe magnétique dans les ascenseurs. Au rez-de-chaussée, en revanche, l'entrée du bâtiment est protégée par un interphone. Oui, mais le lundi où Cécile est agressée, l'interphone du numéro 116 où elle habite ne fonctionne pas. Il a été réparé le vendredi précédent, mais il est à nouveau en panne, comme par hasard. Ce qui fait penser qu'il a pu être saboté, donc que l'auteur aurait prémédité son acte. Même si l'interphone cassé est simplement le fait d'un acte de vandalisme, il y a un élément qui indique la préméditation. C'est la disposition des lieux. C'est une grande résidence, on peut s'y perdre facilement, et on voit mal le violeur errer dans les sous-sols pour chercher un local isolé en forçant Cécile à le suivre. Il a donc forcément repéré les lieux à l'avance. Il est venu dans ce bâtiment dans les jours ou les semaines qui ont précédé le 5 mai 1986. Il a dû se familiariser avec les lieux, circuler dans les sous-sols, repérer les coins isolés et trouver la manière la plus sûre d'y accéder. Mais est-ce qu'il avait dès le départ l'intention de s'attaquer à cette petite fille-là? Est-ce qu'il avait ciblé Cécile? C'est difficile à dire. Tout ce qu'on remarque, c'est qu'il a frappé dans une résidence très familiale où il y a beaucoup d'enfants. Et il l'a fait un peu avant 9 h du matin, c'est-à-dire au moment où les enfants vont à l'école. On a vraiment l'impression qu'il attendait une proie comme une araignée dans sa toile,
Et Cécile a été prise dedans. Elle était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans les heures qui suivent la découverte du corps, les enquêteurs de la brigade criminelle vont entamer une minutieuse enquête de voisinage. Et ils vont faire des découvertes capitales. Non seulement le tueur a soigneusement préparé son acte, mais il a attendu sa victime pendant longtemps, au risque d'être vu par plusieurs témoins. Première urgence pour les hommes de la brigade criminelle, rassembler un maximum de témoignages à chaud. Voisins de palier, habitants de la résidence, commerçants du quartier, les enquêteurs frappent à toutes les portes. Pendant ce temps, dans l'appartement des blocs, la famille est interrogée. Les dernières heures de la vie de Cécile sont au cœur de ce début d'enquête. Objectif, retracer le plus précisément possible l'emploi du temps de la fillette. Michel Marie est chroniqueur judiciaire. Il connaît très bien cette affaire qu'il a couverte depuis les tout débuts. Cécile Bloch vit en famille avec ses parents et son grand frère. Et ce matin-là, comme presque tous les matins de la semaine, les parents partent tôt pour travailler, le frère quitte lui aussi tôt pour se rendre à ses cours, et Cécile reste un quart d'heure, 20 minutes environ, puisqu'elle ne quitte le domicile qu'à 8h45 le matin. Donc elle est toute seule dans l'appartement, elle prend son petit déjeuner, elle finit de se préparer, enfin les gestes habituels d'un enfant de cet âge, et ensuite elle se rend toute seule à pied à son collège. À midi, elle rentrait chez elle où sa mère lui avait préparé son repas et elle révisait des leçons de violon qu'elle prenait. Cécile est ce qu'on appelle une petite fille sage. Elle partage son temps entre le collège et ses cours de violon. Et je me souviens, oui, qu'elle était très... qu'elle avait un air très posé, très, très sérieux, très... Enfin, vous voyez qu'elle réfléchissait, quoi, qu'il se passait des choses. C'était pas un enfant qui papillonne, ou pas du tout. Du haut de ses 11 ans, Cécile est déjà très responsable et tout à fait autonome. Ses parents n'ont donc aucune appréhension à la laisser rentrer déjeuner seule. Les enquêteurs vérifient l'emploi du temps des dernières personnes qui l'ont vue vivante. Son père, sa mère et son demi-frère sont rapidement mis hors de cause. Il n'y avait aucune raison que l'on puisse penser que quelque chose aurait pu se passer dans l'appartement. Il n'y avait pas de désordre, il n'y avait rien de particulier. Pour nous, il était établi que les faits s'étaient déroulés dans l'immeuble, que Cécile n'avait jamais quitté son immeuble. On remarque une série de petits dysfonctionnements dans la résidence. Des détails apparemment insignifiants, mais dont l'accumulation est plus que suspecte. D'abord, sur le palier des blocs, la lumière ne marche plus. Ensuite, la porte qui donne accès au niveau -3 est restée ouverte. Elle a été bloquée volontairement. La veille de l'assassinat de Cécile, j'avais remarqué que cette porte était ouverte, maintenue ouverte par un paquet de cigarettes. On apprend également que l'ascenseur, il y avait 2 ascenseurs qui desservaient les paliers, un des ascenseurs ne fonctionnait pas. Il avait été neutralisé. Pendant son audition, Luc va livrer aux enquêteurs un élément crucial. Et au cours de la soirée, le frère a eu un moment, a émis à un moment donné une réflexion sur un individu qu'il avait croisé le matin dans l'ascenseur et qui lui avait paru bizarre. C'est son comportement qui m'a étonné parce qu'il faisait preuve d'une extrême politesse, quoi. Abusive. Comme dire j'espère que vous passerez une bonne journée ou quelque chose, une politesse qui est un petit peu inhabituelle. Une autre particularité qui est revenue au bout de quelques minutes, une particularité physique qui est revenue en mémoire de Luc Richard, au bout de quelques minutes, c'est que cet homme avait le visage grêlé, comme si quelqu'un qui avait eu la rubéole ou de l'acné. Donc c'était pour nous un élément intéressant. En entendant la description de Luc, les parents de Cécile bondissent.
En partant travailler vers 8 h du matin, ils ont eux aussi croisé le même homme dans l'ascenseur. On sent là quelque chose de très intéressant quoi, pour l'enquête. Un début de piste, un suspect sur lequel il faut immédiatement investir. Les soupçons vont se confirmer avec les témoignages d'autres habitants de l'immeuble qui eux aussi ont croisé le même homme. Tout porte à croire qu'entre 8 h et 8 h 50, il n'a pas quitté l'ascenseur. Il était habillé de façon classique, donc jean, basket, veste. Un petit peu poussiéreux, mais un peu routard. Alors on va arrêter tous les pauvres gars qui dorment sur les grilles de métro dans le quartier en se demandant s'il n'y en a pas un jour qui allait dormir là et qui pourrait... Bon, finalement, c'est une piste qui ne donnera rien. Les enquêteurs ont quand même pu se forger une idée précise du scénario criminel. On imagine que quand Cécile Bloch a quitté son palier, quitté son appartement, elle a claqué la porte, elle a refermé la clé, elle a appelé l'ascenseur, l'unique ascenseur qui fonctionnait ce jour-là. Quand les portes se sont ouvertes, elle est rentrée dans l'ascenseur et là, elle est tombée sur cet individu. Et au lieu de descendre au rez-de-chaussée, il l'a emmené au 2e sous-sol. Il l'a ensuite traîné jusqu'au 3e sous-sol par l'escalier et il l'a violé et sauvagement assassiné à cet endroit. Le piège est implacable. Il a saboté un des 2 ascenseurs, obligeant Cécile à emprunter celui dans lequel il attendait lui-même patiemment. Et il s'était assuré que la porte d'accès au 3e sous-sol resterait ouverte pour pouvoir emporter plus rapidement sa victime dans le local isolé. C'était un prédateur qui avait mis en place un dispositif pour récupérer une proie. L'enquête s'oriente donc vers un profil de tueur extrêmement dangereux. Les résultats de l'autopsie le confirment. La fillette a reçu un coup de couteau sous le sein gauche, mais le coup n'a pas été mortel. Le décès est dû à une strangulation par lien. Le médecin légiste ajoute que Cécile a été victime de violences sexuelles. Un prélèvement de sperme est effectué sur le haut de sa cuisse. 11 jours après l'assassinat, le corps est incinéré au crématorium du Père-Lachaise. Pour la famille qui a croisé l'assassin quelques minutes avant qu'il ne s'empare de Cécile, il reste le sentiment d'une fatalité difficilement soutenable. Je suis la dernière personne de sa famille à l'avoir vue, Cécile. Et je suis peut-être aussi la dernière personne à laquelle elle ait pensé quand elle était sous les couteaux et les étranglements et le viol de son agresseur. Fait encourageant pour les policiers de la crime, dès les premiers temps de l'enquête, ils ont la description de l'auteur. Ils sont sûrs que celui qui a violé et tué la petite Cécile Bloch a déjà une expérience criminelle. Il a visiblement préparé son acte avec soin et il l'a exécuté jusqu'au bout, sans hésiter. Mais on a surtout de nombreux témoignages concordants qui décrivent le même individu. Il a une allure négligée, une attitude obséquieuse, mais le détail le plus marquant qui revient dans chacun des témoignages, ce sont les cicatrices qu'il porte sur les joues. Désormais, pour les médias, il sera surnommé le grêlé. Il reste une étape décisive pour que les policiers puissent traquer le tueur avec un maximum d'efficacité, faire son portrait robot. Dans les jours qui suivent le meurtre, toutes les personnes qui ont vu l'homme de l'ascenseur sont convoquées dans les locaux de l'identité judiciaire de Paris, au quai de l'Horloge. L'agent spécialisé dans l'élaboration des portraits robots va rencontrer les témoins un par un, en l'absence des enquêteurs. Sylvie Martigne est agent spécialisée de la police technique et scientifique. Elle n'a pas travaillé sur le meurtre de Cécile Bloch, mais elle sait comment réveiller les mémoires. Pour que le portrait robot soit le plus fiable possible, il faut que le témoin ait vu l'agresseur dans un espace quand même restreint, à la courte distance, et un état de stress aussi suffisamment, je dirais, tolérable pour qu'il puisse mémoriser la personne. Parce que l'état de stress peut faire déformer aussi les traits d'un visage. Luc Richard fait partie des témoins clés.
10 jours après le meurtre de sa demi-sœur, il doit donner une description précise de l'homme de l'ascenseur. Dans quelles conditions l'a-t-il rencontré? Quelles ont été ses premières impressions? Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas bougé quand je suis rentré. Je l'ai un petit peu contourné, ce qui fait que je le voyais à peu près 3/4, je le voyais comme ça à peu près. Le frère avait pu nous donner une taille assez précise, 1,85 m, donc quand même quelqu'un qui est au-dessus de la taille moyenne. Il paraissait parfaitement tranquille, parfaitement posé. Le témoin parle des circonstances, mais ça c'est un peu une mise en condition pour réveiller la mémoire du témoin. Et oui, à ce moment-là, on commence la fiche signalétique du visage proprement dit. Il n'avait pas un visage marqué, je veux dire, atypique. Hein. C'est quand même un visage un petit peu passe-partout. Le portrait robot, au niveau technique, vraiment, c'est une vision globale. Si la personne a une peau très mate ou pas, s'il y a quelque chose de très caractéristique au niveau des yeux, si les yeux sont grands, s'il mange le visage, ou si ce sont des yeux normaux, enfin des choses qui marquent. En 1986, les portraits robots s'établissent à partir de languettes correspondant aux différentes parties du visage. Aidé par le technicien, Luc doit choisir parmi les bouches, les nez, les yeux, les mentons. Zone par zone, il cherche à recomposer le visage du tueur. C'était un visage plutôt rond, carré rond, quoi. Plutôt souriant. Un type assez grand, costaud, avec des baskets, avec une mèche sur le front, type d'environ 23-25 ans. Déjà, ça oriente déjà pas mal. Les cheveux, si c'est long, si c'est court, si c'est rasé, déjà, ça structure, on modèle, c'est un peu comme en dessin. On fait une esquisse générale et petit à petit, on affine et on arrive au détail. À petites touches, le portrait robot finit par donner un visage au mystérieux homme de l'ascenseur. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il avait une peau un peu irrégulière. Est-ce que c'est des boutons? Est-ce que c'est des cicatrices? On pose des questions, bien sûr, pour savoir effectivement quel est l'atout concret, visuel de ce problème de peau. Je me souviens que la particularité de la peau grêlée avait présenté des difficultés au niveau de l'identité judiciaire et qu'on avait eu recours à une société privée spécialisée dans le graphisme qui avait pu rajouter cette particularité physique sur le portrait qui avait été établi, puisque cette particularité nous semblait particulièrement importante. Voici le visage de l'assassin de Cécile Bloch, le visage de celui qu'on surnomme désormais le grêlé. Et là, ce sont les témoins qui, une fois confrontés au portrait robot, disent oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, c'est ce type. Et en plus, dans un ascenseur, on a le temps de voir quand on monte du 8e ou du 7e étage et qu'on regarde l'individu. Et puis, on n'a pas un témoin, on en a plusieurs. Une fois le portrait robot établi, les témoins évaluent la ressemblance en lui attribuant une note. Qui va de 0 à 20. Si le témoin reconnaît formellement presque, c'est jamais une photo, mais presque comme une photo, on peut donner une note entre 16, 17. Mais si c'est peu exploitable, à ce moment-là, on descend. On descend la note et le service enquêteur l'utilisera peut-être moins pour mener à bien l'enquête. Je suis assez satisfait du résultat du portrait robot. Je le trouve assez fidèle. En 1986, ce visage est le seul élément solide dont disposent les enquêteurs. Ils fondent donc beaucoup d'espoir sur sa diffusion dans la presse. Nous sommes en face du 36 quai des Orfèvres, l'une des adresses parisiennes les plus célèbres puisqu'elle abrite les bureaux de la police judiciaire de Paris et donc ceux de la brigade criminelle chargée de l'enquête sur le meurtre de Cécile Bloch en mai 1986. Jean-Marc, on a vu comment on avait établi le portrait robot du grêlé
Au cours de votre carrière dans la PJ, vous avez eu vous-même à vous servir des portraits robots. Est-ce que c'est un outil efficace? Ça l'est, de plus en plus. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut être très précis. On peut rehausser un sourcil, rapprocher ou écarter les yeux, millimètre par millimètre, ajouter ou enlever les rides, etc. Mais en 1986, on l'a vu, la technique était beaucoup plus sommaire. Et du coup, les résultats étaient beaucoup moins fiables. D'ailleurs, à l'époque, bien que beaucoup d'espoir ait été fondé sur la diffusion du portrait robot du grêlé, ça n'a rien donné. Fort heureusement, les enquêteurs ne misent pas tout sur le portrait robot. En 86, la police technique et scientifique en est à ce tout début. Mais on utilise déjà les méthodes traditionnelles de l'enquête, notamment les comparaisons avec des affaires similaires. Et ça a été le cas dans l'enquête sur le meurtre de Cécile Bloch. Ce qui veut dire qu'on considère que le meurtre de Cécile n'est pas un acte isolé. Certainement pas. Le scénario criminel est complexe, assez risqué. Donc le tueur avait un certain savoir-faire. On peut penser qu'au cours d'agressions précédentes, il a acquis à la fois l'expérience et le culot dont il a fait preuve en agissant en plein jour et à visage découvert. Les enquêteurs de la brigade criminelle vont donc essayer de retrouver tous les faits dont le mode opératoire ressemble à celui de l'affaire Cécile Bloch, voire les affaires où on aurait un signalement pouvant correspondre à celui du grêlé. Aujourd'hui, ce genre de recherche est relativement simple puisqu'il y a des fichiers informatiques centralisés comme le Salvac ou le STIC qui répertorient tous les crimes avec le profil des victimes et les modes opératoires. Mais en 1986, les archives de la PJ ne sont pas encore informatisées. Non, on travaillait à la main, à l'ancienne. Il fallait se rendre aux archives du 36. On consultait des fiches dactylographiées, voire calligraphiées. Et on attendait derrière un comptoir que l'archiviste vous apporte les dossiers correspondants qu'il fallait ensuite éplucher un par un en prenant des notes. C'était plutôt fastidieux. Malgré le manque de moyens techniques, la brigade criminelle va découvrir plusieurs affaires d'agression sexuelle qui présentent des similitudes frappantes avec le meurtre de Cécile. « 7 avril 1986, 8h15. La petite Esther, 8 ans, quitte l'appartement familial 5 place de la Vénétie dans le 13e arrondissement de Paris. Comme tous les jours, elle part seule pour l'école. Et là, elle va être abordée par un type dans l'ascenseur, qui se trouve déjà dans l'ascenseur quand elle l'emprunte, et qui va l'empêcher de descendre au rez-de-chaussée, de sortir au rez-de-chaussée, et qui va la traîner jusqu'au 4e sous-sol. La fillette est alors ligotée, violée et étranglée par son agresseur. L'homme laisse sa victime pour morte et prend la fuite. Heureusement, Esther a seulement perdu connaissance. Et on va rencontrer la petite fillette en question, sa famille, car à ce moment-là, sans preuve matérielle, on a la conviction qu'on est en présence du même agresseur. En effet, dans cette affaire, l'auteur utilise exactement le même mode opératoire que pour Cécile. Mais l'agression d'Esther a eu lieu dans un autre quartier, le 13e arrondissement. On aurait donc affaire à un prédateur qui se déplace pour trouver de nouvelles proies. Encouragés par leur découverte, les enquêteurs continuent à fouiller dans les archives et trouvent d'autres rapprochements. Ils découvrent qu'avant le meurtre de Cécile et avant l'agression d'Esther, un dangereux pédophile avait sévi dans le 13e arrondissement. Les gros titres des journaux mettent la population en garde contre un violeur d'enfants. Ces victimes décrivent un homme à la peau grêlée. Mais le travail de rapprochement ne se limite pas aux affaires antérieures au viol et au meurtre de Cécile Bloch. Pendant les mois qui suivent, les hommes de la crime continuent de guetter les nouvelles affaires d'agression sexuelle que l'on pourrait attribuer au grêlé. Et au cours de l'année 1987, ils vont reconnaître sa signature criminelle successivement dans les 13e, 14e, 11e et 19e arrondissements. Il y a urgence à arrêter cet homme. Comme le souligne Fabien Aubat, expert psychiatre, ce profil criminel est tout simplement l'un des pires qui soit. Au sommet de la pyramide de la dangerosité, on a le pédophile sadique prédateur. Forcément, celui-là, il est considéré comme extrêmement menaçant, violent pour l'ordre public, parce qu'il va s'adresser à des victimes dont il va s'emparer brutalement, avec qui il n'a aucun lien, et avec qui il va engager à la fois de la sexualité et de la violence sadique. Les policiers le savent, la perversion du tueur de Cécile ne peut que déclencher de nouveaux passages à l'acte. Chaque jour, au 36 quai des Orfèvres, le groupe d'enquête épluche donc les télégrammes relatant les agressions d'enfants. Plus d'1 an après le meurtre de Cécile, cette vigilance finit par payer.
Le 27 octobre 1987, la brigade des mineurs de Paris est saisie d'une affaire de viol. Les policiers de la brigade criminelle vont être informés presque en temps réel. C'est dans cette impasse du 14e arrondissement que l'agression a lieu. Vers 13h, Sophie, 14 ans, monte dans l'ascenseur de son immeuble. Un individu la rejoint. Il se présente comme policier et lui demande une pièce d'identité. Impressionnée, l'adolescente explique que ses papiers sont chez elle. Le prétendu policier l'y accompagne. Le piège se referme. Les parents sont absents et une fois à l'intérieur de l'appartement, le comportement de l'individu change. Il exhibe une arme de poing, il lui explique qu'il n'est plus policier mais qu'il est cambrioleur. Il l'attache, il la déshabille, il la viole, il l'attache au radiateur avec une rallonge électrique. Il prend un certain nombre de choses chez elle, un appareil photo, je crois, enfin en tout cas un certain nombre d'objets. Il se livre à un véritable cambriolage et il s'en va. On s'intéresse à ce dossier alors que le mode opératoire est un peu différent de Cécile Bloch, car elle va nous donner, la petite victime, la nouvelle victime, va nous donner un signalement qui se rapproche du meurtrier de Cécile Bloch. Après Esther dans le 13e, puis Cécile dans le 19e, le grêlé a donc frappé à nouveau dans le 14e arrondissement, confirmant l'intuition des enquêteurs. Quand on lui présente le portrait robot, Sophie le reconnaît formellement. Les hommes de la crime notent une évolution dans le mode opératoire. Le grêlé agit toujours en plein jour, il ligote sa victime, la viole, mais cette fois il utilise la ruse en se faisant passer pour un policier, et il commet un vol. Pour les hommes du 36 quai des Orfèvres, la traque tourne au cauchemar. De découverte en découverte, les policiers de la brigade criminelle sont de plus en plus inquiets parce qu'ils ont un type qui, visiblement, reste un petit peu sur le secteur, en tout cas le secteur parisien, prend des risques insensés et n'est pas appréhendé, n'est pas inquiété. En gros, il s'agit d'un puzzle. Voilà. Une affaire va nous amener à nous intéresser à une autre affaire. Et après le viol de la jeune Sophie, les enquêteurs font un nouveau rapprochement. Ils s'intéressent à une autre agression sexuelle dans le 14e arrondissement. L'auteur s'est fait passer pour un policier. Il a ligoté sa victime, l'a violée, puis a cambriolé son appartement. Les hommes de la crime pensent reconnaître une fois encore la signature du grêlé. Seule différence, la victime n'est plus une fillette, mais une jeune femme. Ce qui change, c'est l'âge de la victime. On passe de 11 ans, 14 ans à 26 ans cette fois-ci. Donc les policiers sont encore plus inquiets parce qu'ils sont convaincus qu'il s'agit du même auteur, mais ils ne se concentrent pas sur une catégorie très particulière de victimes, très précise, très ciblée de victimes. Il est un petit peu tout azimut, si je puis m'exprimer ainsi. Violeur et tueur d'enfants, violeur d'adultes, le grêlé fait preuve d'une soif criminelle sans limite. Michèle Agrapard est psychocriminologue. Elle a expertisé les cas de nombreux violeurs dont certains avaient un profil similaire. Parfois, on trouve des dossiers où on n'a aucun lien entre les différentes victimes et aucune communauté de comportement de l'auteur qui, chaque fois, a un comportement très différent. Donc ça vient des circonstances, mais ça vient aussi de la personnalité même de l'auteur, qui peut être une personnalité extrêmement instable, morcelée. Vous avez des pervers polymorphes qui vont faire cohabiter à l'intérieur de leur espace psychique des fantasmes très différents, très hétérogènes, avec des victimes adultes, avec des victimes adolescentes ou des victimes enfants. Jusqu'à présent, le violeur en série repère toujours ses proies dans Paris, mais l'âge des victimes n'est plus forcément un critère déterminant. Le sexe non plus. En 87, on lui attribue une tentative de viol sur 2 enfants, dont un garçon, dans un appartement du 11e arrondissement. Et la liste de ces crimes ne s'arrête pas là. On a une autre agression que les policiers de la brigade criminelle vont rapprocher, qui, elle, est au 30 novembre 1987. Là, il s'agit d'un policier qui aborde 2 adolescents dans la rue et les soupçonne d'être en fugue. Cette nouvelle affaire ramène le grêlé dans le 19e arrondissement, le quartier où vivait Cécile Bloch. Nouveau changement de comportement, il ligote ses victimes, mais il ne les viole pas. Pendant 4 ans, on perd sa trace à Paris. Mais en 1991, Bernard Pasqualini pense à nouveau reconnaître la signature du grêlé aux portes de la capitale. Un viol d'une fillette d'origine maghrébine dans un ascenseur à Levallois-Perret.
le signalement que la fillette nous communiquera nous fera fortement penser qu'on était en présence du même auteur. Cécile, Esther, Sophie et combien d'autres? À chaque nouvelle affaire, les policiers espèrent que le meurtrier a commis une erreur. À chaque fois, leurs espoirs sont réduits à néant. Le grêlé a fait de la capitale son terrain de chasse et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Nous sommes derrière la place de la Vénétie, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est là que la petite Esther a été agressée le 7 avril 1986, un mois avant Cécile. Dans la liste impressionnante des agressions qu'on peut attribuer au grêlé, cette affaire-là se détache de manière particulière. Oui, parce que l'agression d'Esther est vraiment la copie conforme de celle de Cécile, que ce soit dans la configuration des lieux ou dans le mode opératoire. Viol et étranglement par lien. On pourrait même dire viol et meurtre, puisque pour Esther, l'auteur quitte les lieux en étant persuadé qu'il l'a tuée. Mais heureusement, elle a seulement perdu connaissance et elle pourra donner aux policiers un signalement qui correspond au grêlé. Il faut bien voir que dans toutes ces affaires, on n'a pour l'instant aucun élément concret. Pas de preuves matérielles irréfutables. On est obligé de miser sur l'intuition policière. C'est l'expérience acquise par les hommes de la crime qui leur permet de faire ces rapprochements. Et leur intuition ne les a pas trompés, puisque le grêlé a frappé à nouveau. Après Esther et Cécile, il s'attaque à Sophie, qu'il viole chez elle, le 27 octobre 1987. Il n'y a aucun doute. Quand on lui montre le portrait robot, Sophie reconnaît son agresseur. Et là, on a un élément de plus sur son mode opératoire. Pour forcer Sophie à le laisser entrer chez elle, il dit qu'il est policier. Il lui montre d'ailleurs une carte de police. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'il avait forcé Cécile à le suivre 1 an et demi plus tôt. En tout cas, ça prouve qu'on a affaire à un agresseur intelligent, déterminé et qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Il a tenté de tuer la petite Esther, il a tué Cécile, mais il a épargné Sophie. Pourquoi? C'est difficile à dire, mais les psychocriminologues expliquent que la principale motivation des violeurs est de se prouver leur toute-puissance. Ils choisissent de tuer ou de laisser la vie sauve, comme s'ils se prenaient pour Dieu. Le viol de Sophie en octobre 1987 porte à une dizaine le nombre d'agressions attribuées au même auteur. Mais comme on l'a vu, ces rapprochements s'appuient souvent sur l'intuition des enquêteurs. Près de 10 ans après les faits, les progrès de la police scientifique vont enfin leur apporter des certitudes et ajouter un nouveau crime à la série déjà trop longue de ceux commis par le grêlé. Les policiers, depuis 1986, se sont un petit peu essoufflés à courir après des traces, des indices et des affaires de rapprochement. Et donc, la justice va, en 1992, clôturer ce dossier. Malgré le travail des hommes de la crime, c'est donc la fin de l'instruction. Mais elle était terminée pour la justice. Elle n'était pas terminée pour la police, et notamment pour la brigade criminelle. Ce dossier vivait toujours dans le groupe en question. Certains enquêteurs avaient changé, mais tout le monde y attachait encore un grand intérêt. Et c'est ainsi qu'en 1996, ils vont obtenir la réouverture de l'information et ils vont surtout réunir des traces, des indices qu'ils vont pouvoir faire analyser dans un laboratoire. Ces traces et indices, ce sont ceux qui ont été prélevés sur les scènes de crime ou en salle d'autopsie, avant d'être mis sous scellé. Pendant 10 ans, la justice s'est contentée de les conserver sans rien en faire. Il faut attendre 1996 pour qu'un juge d'instruction finisse par ordonner des tests ADN. Le sperme prélevé sur le corps de Cécile est alors envoyé au laboratoire du CHU de Nantes. C'est le docteur Olivier Pascal, pionnier de l'expertise génétique, qui procède à l'analyse du scellé. Pour pouvoir analyser les scellés dans de bonnes conditions, il faut qu'ils aient été conservés à l'abri de la lumière et, si possible, secs ou au mieux congelés. Le sperme prélevé lors de l'autopsie de Cécile en mai 1986 a pu être conservé dans de bonnes conditions. 10 ans après les faits, on a donc pu en extraire un ADN. Une avancée essentielle puisqu'on connaît désormais avec certitude l'empreinte génétique du grêlé. Je connais le code génétique de l'assassin de Cécile Bloch, en partie en tout cas, c'est 1617, 1617, 793.
Tous les autres scellés exploitables des affaires attribuées au grêlé sont à leur tour analysés. La couette sur laquelle Sophie a été violée en octobre 87 est envoyée aux experts nantais. Dans notre métier d'expert, en tout cas tel que nous le concevons, nous avons besoin de connaître le cadre dans lequel nous travaillons. Et nous avons très souvent des relations avec les enquêteurs de façon à pouvoir déterminer quels sont les meilleurs prélèvements à faire en fonction des scellés qui nous sont envoyés. En effet, souvent, il n'y a pas de flèches qui nous disent c'est à cet endroit-là que doit être fait le prélèvement. Les techniciens du laboratoire repèrent une trace biologique sur la couette. Il s'agit de sperme. Un ADN en est extrait. Le résultat est sans appel, 16, 17, 16, 17, 7, 9, 3. Il s'agit bien de l'ADN du grêlé. Dans la mesure où les codes génétiques ont été établis par le même laboratoire, eh bien, il suffit de faire une comparaison papier entre les deux codes génétiques pour savoir si les chiffres correspondent d'un dossier à l'autre. L'assassin de Cécile Bloch et le violeur de Sophie ne font qu'un. La science valide l'intuition policière, mais la génétique a ses limites. Et ce code génétique ne nous apportera rien sur son âge, sur la couleur des yeux, sur la forme du visage, sur des maladies qu'il pourrait avoir. Aucune autre information qu'une information purement d'identification. C'est comme un numéro de sécurité sociale, c'est comme un numéro de téléphone. On pense en avoir fini avec les traces du grêlé quand en 1996, le laboratoire du CHU de Nantes est chargé d'analyser un Kleenex saisi sur le lieu d'un viol commis en région parisienne 2 ans plus tôt, en 1994. Coup de théâtre. Après analyse, la science rend son verdict. 16, 17, 16, 17, 7, 9, 3. À nouveau, il s'agit de l'ADN du grêlé. L'homme avait déjà signé de son empreinte génétique le viol et l'assassinat de Cécile en 1986, le viol de Sophie en 1987. On sait désormais qu'il est également coupable d'avoir violé, dans une ferme désaffectée de la banlieue parisienne, la petite Delphine, âgée de 11 ans. En revanche, la trace biologique prélevée sur la culotte que portait la petite Esther se révélera inexploitable. Mais dans ce cas, les enquêteurs se passent de la validation des scientifiques. Ils restent persuadés que cette agression est, comme les 3 autres, l'œuvre du grêlé. Les policiers ont le portrait robot du grêlé. Ils connaissent ses ruses et ils ont une idée de sa taille et de son âge. Désormais, il possède son empreinte génétique, une avancée décisive pour l'enquête. Même si dans l'affaire de la petite Esther, la trace biologique s'est révélée inexploitable, les enquêteurs restent persuadés que c'est bien le grêlé qui a violé la fillette avant de la laisser pour morte dans une cave du 13e arrondissement. Mais la science leur a donné raison sur 3 autres affaires. On sait sans aucun doute possible que c'est bien le grêlé qui a violé et tué Cécile Bloch le 5 mai 1986. On sait aussi que c'est lui qui a violé Sophie le 27 octobre 1987. Pendant les 7 années qui suivent, on perd sa trace, comme si le grêlé s'était volatilisé. Jusqu'au 29 avril 1994. Ce jour-là, il frappe à nouveau. Cette fois, il sévit en banlieue parisienne et il ajoute une nouvelle corde à sa panoplie criminelle, l'enlèvement. Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Delphine, 11 ans, fait un tour à vélo. Un homme l'approche, très calme. Il dit qu'il est policier et demande à la fillette de monter dans sa voiture. Delphine abandonne sa bicyclette. Elle croit que le policier l'emmène au commissariat pour la verbaliser, car elle n'avait pas le droit de faire du vélo à cet endroit. Mais elle part en fait pour 3 heures de cauchemar. Il est 14h30, le grêlé vient de se choisir une nouvelle victime. Karine Utsebo est victimologue. Elle a suivi le parcours criminel du grêlé et elle a rencontré Delphine à plusieurs reprises. C'est une victime d'opportunité. Il a dû la voir de loin. Il était très vite dans son état d'agresseur pour pouvoir passer à l'acte. Sa jeune proie menottée dans la voiture à côté de lui, le prédateur quitte Mitry-Mory. C'est la première fois qu'il commet un enlèvement. Le fait de l'enlever, ça peut très bien vouloir dire aussi qu'il souhaite jouir plus longtemps de sa victime. Et puis être tout à fait à l'aise à ce moment-là pour déployer. Si vous embarquez une petite fille dans un ascenseur, dans un sous-sol, vous serez moins à l'aise, vous aurez moins de temps, il y a moins de choses que vous pourrez déployer. Perdue, apeurée, Delphine trouve pourtant la force de s'adresser à son ravisseur.
Et ça, c'est très important de voir que c'est la petite fille qui parle beaucoup. Et ça le gêne terriblement parce qu'en fait, ça le tire en permanence dans la réalité. Or que lui, il est déjà dans son chemin de fantasme. Mais puisqu'elle parle tout le temps, qu'est-ce que vous allez faire, etc., il devient très, très en colère. Et il dit « tais-toi ». Après quelques kilomètres, la voiture de couleur claire, qui pourrait être une Volvo, s'arrête sur le bas-côté. L'homme porte la fillette jusque sur la banquette arrière. Il prend de son coffre une chemise et en fait il le pend dans la voiture pour qu'on ne la voie pas. Et là, elle comprend assez rapidement que le type n'est pas un policier et qu'elle est en train de se faire enlever, mais elle est à l'intérieur du véhicule, elle est attachée, il est trop tard. Allongée à l'arrière, menottée et cachée des regards, Delphine est terrifiée. Autoroute, périphérique, route nationale. Au bout d'une heure, le véhicule s'arrête au sud de Paris, à Saclay, dans l'Essonne. Le ravisseur porte Delphine dans ses bras jusqu'à la ferme désaffectée de Villeras, aujourd'hui démolie. Il y a un escalier qui monte très, très, très aigu, et il va à droite. Et là, il y avait un matelas, il y avait un lit préparé avec un drap très, très propre, un drap blanc qui était propre. Et c'est là, en fait, où il commence à la préparer à son agression à lui. Avec lui, l'agresseur a apporté cette BD pornographique. Il force Delphine à regarder les dessins. Delphine se souvient qu'il a montré la bande dessinée avec une fellation, par exemple, et il a demandé si elle avait déjà fait ça. Et elle a dit non. Et alors, c'est lui qui dit « je vais vous apprendre comment faire ». Donc, il joue le rôle de policier, il joue le rôle d'instituteur, de professeur. Voilà. Donc, de toute façon, un rôle d'autorité par rapport à la victime. Quand il la viole et elle lui dit « mais pourquoi tu me fais ça? Je suis une petite fille, t'as pas une femme plus grande ?» Enfin, il lui répond « oui ». Le violeur semble s'être confié, mais pour les psychiatres, les pervers disent rarement la vérité. C'est un manipulateur quand même, le pervers. Hein. C'est au-delà de la perversion sexuelle telle qu'elle est mise en acte. Quand on parle de pervers habituellement, c'est dans la dimension aussi morale, hein, comme on disait à une époque. Un pervers, c'est celui qui vous fait jouer un jeu dont lui seul connaît les règles. À 17h30, il a assez joué. Il disparaît précipitamment, abandonnant sa victime. Était-il pressé de quitter les lieux? Ce qui est important, c'est qu'il n'agresse jamais avant 8h du matin et jamais après 17h30. Ça veut dire que quelqu'un l'attend à la maison. Soit sa mère, sa sœur, quelqu'un l'attend. Il doit être à temps à la maison. Donc à ce moment-là, je crois qu'il s'est dit, bon, il est 17h30, j'ai encore une demi-heure pour rentrer à Paris, il faut que je m'en aille. À Saclay, l'enquête démarre. Les militaires de la gendarmerie vont découvrir un Kleenex souillé de sperme qui sera porté au laboratoire. C'est sur ce Kleenex qu'on parviendra à isoler l'ADN du grêlé. Au moment des faits, le témoignage de Delphine permet d'établir un autre portrait robot. Elle décrit un homme propre sur lui, ayant une certaine force physique, s'exprimant avec calme. Et elle ajoute qu'il a la peau abîmée. Elle a 11 ans, mais elle est vive d'esprit et surtout elle est très observatrice. Et elle va dresser un portrait à la fois physique, mais aussi psychologique de son violeur. Elle dit de lui que c'est quelqu'un qui est rassurant, qu'il est sûr de lui, qu'il a l'habitude de parler aux enfants. Et elle va dire d'ailleurs que si elle s'en est sortie, c'est parce qu'elle a établi un dialogue avec lui. Aujourd'hui, Delphine a 28 ans. Elle nous a raconté son histoire en privé. Pour elle, témoigner est toujours difficile. Elle préfère laisser la parole à son avocat, maître Romain Boulet. Delphine est très sollicitée par les enquêteurs parce que elle a une description de son agresseur. Et lorsque les enquêteurs vont faire le lien avec d'autres victimes et d'autres faits criminels, ils vont se rendre compte que c'est sur elle qu'ils peuvent le plus s'appuyer et que si un jour il doit y avoir une identification, c'est elle qui aura les éléments les plus fiables pour permettre cette identification. Aujourd'hui, 16 ans après la dernière agression attribuée au violeur en série, Delphine reste donc le témoin numéro 1 dans la traque du grêlé. Le témoignage de Delphine est à la fois bouleversant et terrifiant. À travers elle, on a l'impression d'approcher le grêlé de très près. Oui,
Malgré la terreur, elle se souvient parfaitement de ce qu'elle a vu et entendu, de l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Elle a même trouvé cette force extraordinaire pour une fillette de 11 ans d'engager le dialogue avec son bourreau. Elle a donc eu le temps de l'observer, d'écouter sa voix, et aujourd'hui, 16 ans après, elle est sûre de pouvoir l'identifier formellement. Si on réussissait à arrêter le grêlé, ce que les enquêteurs de la crime espèrent toujours, Delphine serait évidemment le témoin clé. Revenons à ce 29 avril 1994. L'agression de Delphine est très différente des précédentes. Jusque-là, le grêlé avait agi à Paris, intramuros, mais là, tout à coup, il frappe en grande banlieue. Mitry-Mory n'est qu'à une trentaine de kilomètres au nord-est de la capitale. On reste dans la région parisienne. Il est mobile puisqu'il est en voiture. Il pouvait se trouver là pour n'importe quel motif. Peut-être qu'il travaillait dans les environs. Comme ses autres victimes, Delphine était simplement là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais pourquoi l'emmène-t-il à Saclay, dans la banlieue opposée, à 60 km de là? Il faut une bonne heure pour y arriver, une heure pendant laquelle il peut être repéré, où sa victime peut donner l'alerte. On peut penser qu'au cours des années qui se sont écoulées, depuis les agressions parisiennes, son fantasme est devenu plus précis, plus élaboré. Il ne peut plus se contenter d'assouvir sa pulsion sur le lieu où il trouve sa victime. Il a besoin d'un endroit plus isolé, où il se sent à l'abri. Selon vous, est-ce qu'il connaît la ferme de Saclay? Certainement, puisqu'il a fait 60 km avec sa victime pour y arriver. Peut-être qu'il s'y est promené, qu'il a travaillé à proximité ou qu'il a habité dans la région à un moment de sa vie. Il a dû se dire que ce serait l'endroit idéal pour commettre un viol. Il a fantasmé sur ce lieu. Quand il met la main sur sa proie, il n'improvise plus. Il met en œuvre un plan qu'il a imaginé de longue date. L'enquête a démontré qu'il a violé et tenté de tuer Esther en avril 1986, qu'il a violé et tué Cécile Bloch en mai 1986, puis violé Sophie en octobre 1987. L'enlèvement et le viol de Delphine ont lieu en avril 1994, c'est-à-dire presque 7 ans après. Est-ce que ça veut dire que le grêlé s'est arrêté pendant 7 ans? C'est possible. Peut-être que le grêlé est tout simplement devenu plus prudent. C'est une idée effrayante. Mais il a pu continuer à violer et à tuer sans laisser de traces, en faisant disparaître efficacement les corps. En tout cas, le palmarès macabre du grêlé n'est pas définitif. En 2001, de nouvelles comparaisons ADN vont être faites sur une affaire qui remonte à 1987. Coup de théâtre, on découvre que le grêlé a fait 2 autres victimes. Une découverte d'autant plus déroutante que cette fois, le tueur d'enfants s'en est pris à des adultes. « 29 avril 1987. Anne-Marie Politi rentre chez elle, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Elle doit retrouver sa fille de 4 ans, gardée par une jeune fille au pair allemande. Quand Anne-Marie arrive au 5e étage, elle trouve la porte de son appartement entrouverte. Elle la pousse et entre. Tout est en place. Elle avance jusqu'à la chambre conjugale. Le choc est terrible. Sur le lit, elle découvre le corps de son mari Gilles, 38 ans. Un corps sans vie. Attaché, torturé, brûlé, une scène d'horreur. Entre terreur et affolement, Anne-Marie Politi continue d'avancer dans l'appartement. Elle pousse la porte de la chambre de sa fille. Elle découvre la babysitter, la fille au père, nue, attachée les bras en croix, avec un bâillon dans la bouche, morte. Irmgard Müller, la jeune Allemande de 20 ans, est crucifiée au montant du lit. Anne-Marie Politi se met alors désespérément à la recherche de sa fille. Et si elle aussi avait été assassinée? Elle prévient la police. Juste avant l'arrivée des enquêteurs, elle apprend que la petite est en sécurité chez des amis qui l'ont récupérée à l'école. La jeune fille au père n'étant pas venue la chercher. Sa petite fille est saine et sauve. La brigade criminelle est immédiatement saisie du double homicide. Le commandant de police Alain Vasquez est parmi les premiers à arriver sur les lieux. Nous découvrons une scène de crime totalement atypique par le fait que deux cadavres sont présents dans les lieux et manifestement ont été victimes d'une agression qu'on pourrait qualifier de sauvage. Les hommes de la crime effectuent leur première constatation. Le premier corps que l'on trouve en entrant dans l'appartement est celui de Gilles Politi. Ce corps est ligoté sur le lit, nu, entravé par des liens à l'arrière, c'est-à-dire les mains et les pieds attachés dans le dos.
Le commissaire divisionnaire André Bizel est présent sur la scène de crime. Dans toute sa carrière, il n'a jamais rien vu de semblable. Le souvenir de cette scène est resté gravé dans sa mémoire. Plus de 20 ans après, il a pu nous dessiner la position exacte du corps de Gilles Politis. Il est allongé sur le ventre. Il est dans une position que le médecin qualifiera de gondole. Moi, je ne connaissais pas le terme à l'époque. C'est-à-dire, les deux bras sont repliés derrière le dos et les deux jambes également. Et tout ça se rejoint dans une espèce de X sur le dos, là, avec un corps incurvé, quoi. On voit des liens un peu partout. C'est pas des liens, pas quelque chose qui a été apporté par l'auteur, parce qu'à ce moment-là, on aurait des cordelettes ou quelque chose d'élaboré. Non, des bouts de tissu, des morceaux de serviettes éponge, de torchons, et tout ça dans un imbroglio, avec au milieu, ce qui est très curieux, un tisonnier, au milieu du dos. Les enquêteurs constatent que le tueur s'est servi d'un outil trouvé sur place, sur le porte-tisonnier du salon. Alors, on va voir très vite, bien sûr, nous, enquêteurs, on regarde, on fait prendre des photos par l'identité judiciaire, mais on ne touche pas à cela. On essaie de l'amener en l'état à l'Institut médico-légal, parce que c'est le médecin, en défaisant tout cela, qui va nous donner des indications sur la façon dont on a procédé à faire tous ces nœuds. Les enquêteurs examinent ensuite l'autre cadavre. Le second corps donc, est celui de la jeune fille au père, Irmgard Müller, la jeune Allemande. Là, il est dans une autre position, mais une position tout autant inhabituelle, c'est-à-dire qu'elle est accrochée au montant du lit superposé et quasiment crucifiée. Et on voit des traces de sang immédiatement sur les montants du lit et sur le bord correspondant du mur. Et elle a des grands cheveux noirs, Elle a des grands cheveux noirs qui couvrent le cou. Donc on ne voit pas la grande blessure qu'on découvrira, nous, à l'autopsie. Et là aussi, je dois vous dire, pour en avoir vu quand même des dizaines de cadavres, cette position, cette jeune femme attachée par les bras à un lit superposé, tout ensanglanté avec bâillon, c'est pas banal. On ne voit pas de traces de défense. Vous savez, on regarde assez rapidement, nous, quand même, au niveau de nos constatations, les ongles, les mains, des bleus éventuels, des plaies de défense, des griffures. Là, on ne voit rien de cela. 2 cadavres suppliciés, ligotés, portant des traces de blessures par arme blanche. Sur les corps, des brûlures de cigarettes. Mais aucune trace de défense. Pour les hommes de la crime, le mystère est total. On se rend compte qu'on a affaire à un barbare. On a affaire à quelqu'un qui n'a aucune pitié, qui torture, qui donne des coups de couteau à la gorge, qui étouffe, qui brûle. Certains indices relevés par les techniciens de l'identité judiciaire sont placés sous scellé. On constate la présence, par exemple, d'un mégot de cigarette à proximité du corps de Gilles Politis. Et comme il y a eu des traces de brûlure sur l'épaule de M. Politis et sous le sein de la petite Müller, le mégot nous intéresse. On saisit également les liens qui ont servi à entraver les victimes, ainsi qu'un couteau de cuisine. Les 2 corps sont transportés à l'Institut médico-légal de Paris. Les enquêteurs attendent avec impatience le rapport du légiste. Il conclut que les plaies par arme blanche n'étaient pas létales. Les 2 victimes ont en fait succombé à une strangulation. Celle qu'a subie Gilles Politis est très particulière. Il s'agit d'un garrot espagnol. C'était un garrot espagnol, mais complexe, qui liait à la fois les pieds, les jambes, le cou. Enfin, mais là, ça procède un peu de la même mécanique, j'ai envie de dire. C'est sans doute, bien évidemment, le lien qui était apposé au niveau du cou qui a participé à la suffocation et à la strangulation. Quant au tisonnier coincé dans les liens, il a une fonction bien précise. Ça permet, ça c'est les lois de la physique, ça permet d'exercer sur le lien des forces qu'on ne pourrait pas exercer à la main. Enfin, à la main sans instrumentation, sans le garrot, quoi. Donc c'est ça l'intérêt. Quand on étrangle par derrière, habituellement, il faut appuyer sur le sujet, lui tirer. On risque d'avoir, j'ai envie de dire, une contrainte mécanique incomplète juste sur l'avant du cou, tandis que là, vous avez la certitude que le lien fait le tour du cou et que vous exercez, une fois de plus, une contrainte forte. Et c'est assez simple. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constate que la jeune Allemande était en période menstruelle. Il extrait le tampon hygiénique. À l'extrémité de la protection, le légiste relève une trace de sperme.
Il en conclut que la jeune Allemande a mis sa protection après avoir eu un rapport sexuel consenti. Ce prélèvement ainsi que le mégot ont été conservés dans de bonnes conditions. En 2001, 14 ans après les faits, les analyses effectuées sur ces scellés ont montré qu'ils portaient tous les deux l'ADN du grêlé. Ce qui frappe dans cette scène de crime, c'est le déchaînement de violence et de cruauté. Les brûlures de cigarettes sur les deux victimes, les coups de couteau, le ligotage extrêmement complexe. Oui, c'est ce qu'on qualifie judiciairement d'acte de torture et de barbarie. Il y a une frénésie qui n'apparaissait pas dans les autres crimes du grêlé. Il va fouiller dans tous les placards de la maison pour trouver des dizaines de liens, de ceintures, de foulards, d'écharpes qui veulent nouer ensemble pour ligoter ses victimes. Tout ça demande beaucoup de temps, de soins, de la détermination. On a vraiment l'impression qu'il met en scène son crime de façon presque théâtrale. Il ne faut pas oublier qu'on est en avril 87 et que le grêlé n'en est pas à son premier crime. Il sait qu'il est recherché par la police depuis plus d'1 an, que son portrait robot a été diffusé. C'est peut-être une manière pour lui de s'adresser aux enquêteurs, de les provoquer pour prouver une nouvelle fois sa toute-puissance. Est-ce que ce double meurtre est prémédité? Apparemment pas, puisqu'il a utilisé des liens qu'il a trouvés sur place. Même chose pour le tisonnier qui a servi à faire le garrot qui a asphyxié Gilles Politi sur son lit. Et pour le couteau de cuisine avec lequel la jeune fille a été frappée au niveau du cou. Le grêlé a vraiment trouvé son inspiration sur les lieux mêmes, à chaud. Il y a 2 victimes adultes. Est-ce qu'on peut envisager que cette fois-ci, le grêlé n'a pas agi seul, qu'il ait eu un complice? C'est toujours possible, mais rien ne semble l'indiquer. Sur la scène de crime, on ne trouve aucune empreinte digitale inconnue, ni d'empreinte génétique d'une tierce personne, à part celle du grêlé. En tout cas, les enquêteurs ont toujours cru qu'il avait agi seul. Mais comment le grêlé a-t-il pu maîtriser ses victimes l'une après l'autre, sans que l'une au moins ne résiste ou ne tente de s'enfuir? On a peu d'indices qui permettent de reconstituer précisément la séquence criminelle. Mais on peut imaginer un premier scénario très simple. Gilles Politi travaille de nuit. La journée, il dort. Le grêlé a pu commencer par ligoter et bâillonner la jeune femme dans la chambre d'enfant. Une fois qu'elle ne peut plus ni bouger ni crier, il n'a plus qu'à maîtriser Gilles Politi qui dort dans l'autre chambre. Ensuite, il a tout son temps pour peaufiner les détails de sa mise en scène. Mais ce n'est qu'un scénario plausible parmi beaucoup d'autres. Le seul qui sache vraiment ce qui s'est passé, c'est l'auteur. Jusque-là, pour les enquêteurs, le grêlé était un tueur pédophile qui s'attaquait exclusivement à des fillettes. Esther en avril 1986, Cécile le mois suivant, et là, tout à coup, 1 an plus tard, il tue 2 adultes, une jeune femme de 20 ans et un homme de 38 ans. Le double meurtre du Marais est une exception dans son parcours criminel, puisqu'il revient ensuite au crime pédophile avec Sophie en octobre 1987, soit 6 mois plus tard. Les fillettes sont des proies choisies par opportunité. Il n'y a rien dans leur vie qui les relie au grêlé. La seule explication au double meurtre du Marais, c'est que cette fois, il y a un lien personnel avec l'une des victimes. Et ce lien, c'est Irmgard Müller, la jeune fille au père. Oui, puisque l'autopsie a révélé qu'elle avait eu avec lui un rapport sexuel consenti. Avec le double meurtre du Marais, les enquêteurs découvrent une nouvelle facette de la personnalité du grêlé. Pour la première fois, ils lèvent un coin du voile sur sa vie personnelle et pour la première fois, ils tiennent peut-être un moyen de remonter jusqu'à lui. Au moment où les hommes de la brigade criminelle entament leur enquête sur l'affaire Politi-Müller au printemps 87, rien ne leur permet de faire un rapprochement quelconque avec les crimes attribués au grêlé. Pour eux, il s'agit d'élucider un double homicide isolé. Leur terrain d'action, le Marais, un quartier touristique qui n'est pas habituellement connu pour être le théâtre d'actes aussi sanglants. La barbarie de la scène de crime en tête, les policiers cherchent des réponses. Pourquoi Gilles Politi, père de famille de 38 ans, a-t-il été torturé et étranglé? Comment Irmgard Müller, fille au père de 20 ans, a-t-elle pu susciter un tel déchaînement de folie meurtrière? Pourquoi quelqu'un s'en est pris de la sorte à ces 2 personnes? Les policiers commencent par fouiller la vie de Gilles Politi. Technicien au sol à l'aéroport de Roissy, il travaille de nuit et rentre chez lui tous les matins vers 7h30. Il vit avec sa femme et leur fille de 4 ans.
Nous allons bien évidemment creuser le couple Politi dans toutes ses relations extérieures, hein, professionnelles, personnelles, la vie du couple, les amis, les relations extra-conjugales qu'ils auraient pu avoir l'un et l'autre. On épluche tout, mais ça c'est le rouleau compresseur de la brigade criminelle. Et on trouve rien, quoi. Le groupe d'enquête passe ensuite au crible la vie de la seconde victime. Irmgard avait 20 ans. Le bel âge pour venir passer 1 an à Paris comme jeune fille au pair. Les Politi l'avaient embauchée en septembre 86 pour s'occuper de leur petite fille. Ils la logeaient tout près de chez eux, dans une chambre de bonne, rue de Sévigné. Au sein de la brigade criminelle, le commandant Alain Laloy est chargé de se rendre en Allemagne, dans le village natal d'Irmgard, près de Munich, pour rencontrer sa famille. Madame Müller nous a confié entretenir avec sa fille de bonnes relations et au travers de ce qu'elle nous a dit, rien ne laissait penser qu'elle ait pu finir ainsi. À l'époque où elle était encore chez ses parents, elle avait une vie relativement rangée. 2 meurtres sauvages, 2 victimes apparemment sans histoire. C'est l'enquête de voisinage qui va fournir de nouveaux éléments aux hommes de la crime. Ils entendent tous les habitants du 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. On va assez vite tomber sur la femme de ménage qui a vu un garçon se faire ouvrir la porte par l'interphone. Donc on s'est dit, tiens, c'est quelqu'un que l'un des deux victimes connaît. La femme de ménage nous en fait une description d'un homme brun, assez grand, assez fort. Un portrait robot pourra être établi. L'homme est monté dans l'appartement vers 10h30. Les enquêteurs en sont convaincus. À cette heure-là, Gilles Politi dormait, comme tous les jours, pour récupérer de sa nuit de travail. La jeune Allemande était quant à elle chargée de quelques tâches ménagères après avoir déposé la petite à l'école. Conclusion logique des hommes de la crime, c'est elle, Irmgard, qui a répondu à l'interphone et qui a ouvert à l'agresseur. Tout porte à croire que celui-ci est une connaissance de la jeune Allemande. Une perquisition est donc effectuée dans la chambre de bonne où elle logeait. Au cours de la perquisition au domicile de mademoiselle Müller, les policiers vont mettre la main sur son carnet d'adresse, son éphéméride. Ce carnet devient la pièce maîtresse de l'enquête. Il révèle qu'en quelques mois, la jeune femme avait multiplié les conquêtes masculines. À la Sorbonne, où elle suivait des cours, mais aussi dans la rue, dans le métro. Cette capacité qu'elle a à se lier très vite avec de jeunes garçons nous fait penser qu'elle a pu tomber sur un très mauvais, qu'elle n'aura pas décelé. Parce que manifestement, c'est pas une fille qui voit le mal, quoi. Une journaliste domiciliée rue Sainte-Croix de la Bretonnerie se présente spontanément à la brigade criminelle. Elle déclare que la veille du meurtre, elle a croisé dans la rue Irmgard en pleine discussion avec un jeune homme. Elle a eu l'impression que le couple se disputait. Cette femme, que nous avons rencontrée, ajoute 2 précisions essentielles. L'homme parlait français sans accent et il avait un problème de peau. Une voisine de palier d'Irmgard vient appuyer ce témoignage. Elle aussi se souvient d'avoir croisé un jeune homme à la peau abîmée. Ce fameux grêlé a été vu devant le studio de la jeune fille au père la veille du double homicide. Il a insisté pour rentrer, il a frappé à la porte à plusieurs reprises, elle ne voulait pas lui ouvrir, elle a fini par le faire monter, il semble qu'ils aient passé la nuit ensemble. Mais le matin du meurtre, Irmgard a été vue quittant seule son immeuble. Et ce que l'on pense, c'est que ce matin-là, elle a dû lui laisser les clés de son studio, en lui disant « quand tu seras réveillé, tu me les ramènes sur mon lieu de travail ». Pour les enquêteurs, ce serait ce même individu qui a sonné à l'interphone du 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à 10h30. Ce serait lui que la femme de ménage a vu monter sans le voir redescendre. Le tueur de Gilles Politi et d'Irmgard Müller. Peut-être fait-il partie des conquêtes répertoriées dans le carnet de la jeune femme. Où on va trouver un nombre assez impressionnant de jeunes hommes avec lesquels manifestement elle a eu une liaison. Et on va bien sûr les rechercher, les identifier et voir avec eux de quelle nature était cette liaison. Les uns et les autres, je peux vous dire qu'ils vont être épluchés, comme on dit chez nous, pour certains placés en garde à vue. Je me souviens m'être rendu avec un collègue au domicile d'un jeune homme. Dans le placard qui était en face du lit, on a découvert des revues à caractère sadomasochiste.
Et on a découvert également un carton à dessin avec des dessins représentant des femmes nues, ligotées, bâillonnées, attachées les bras en croix. Je me souviens même que certaines de ces jeunes filles qui étaient représentées sur les dessins avaient le visage de Mademoiselle Muller. Mais l'alibi du jeune homme ne laisse aucune place au doute. Le matin du double homicide, il était sur son lieu de travail. Les enquêteurs continuent donc d'éplucher le fameux carnet. On arrivera à identifier toutes les personnes qui figurent sur son carnet, sauf une. Sauf une. Et alors là, pour nous, ça va être, pour la suite de l'enquête, notre fil rouge. Cette personne qui se nomme Loringe Elie apparaît dans le carnet 1986 au mois de décembre. Elle marque qu'elle a passé la nuit avec lui, qu'ils ont eu un rapport sexuel qu'elle qualifie de nul. Et elle ajoute « tant pis ». Son nom et son adresse figuraient donc dans le répertoire Loringe Elie, 13 rue Rubens, à Paris 13e. Mais quand ils se rendent à l'adresse indiquée, les hommes de la crime tombent sur un immeuble abandonné. Il s'était agi d'un squat, mais dans le passé, donc il y avait eu un squat à cette adresse et que l'immeuble avait été démoli. Donc auprès de la mairie, auprès des services, enfin de tous les services administratifs, nous n'avons pu avoir aucun élément en ce qui le concerne. Cette adresse, pour le moins douteuse, attise les soupçons des enquêteurs. Et si le grêlé s'était effectivement présenté à Irmgard sous le nom d'Élie Loringe? Mais toutes les recherches pour localiser cet inconnu resteront vaines. Il n'y a pas d'Élie Loringe dans les fichiers de la police, ni dans ceux de l'INSEE. À supposer bien sûr qu'il s'agisse d'un vrai nom. Reste une certitude. Le tueur en série connaissait Irmgard Müller puisque la veille du meurtre, il a eu avec elle une relation sexuelle consentie. Pour la première fois, il a tué dans son entourage personnel. C'est donc dans le double homicide du Marais que se cache la clé de toute l'énigme du grêlé. On a un signalement détaillé du grêlé, une empreinte génétique. On sait qu'il a eu une liaison avec Irmgard Müller au mois d'avril 1987. Et pourtant, on n'a toujours pas réussi à l'identifier. C'est quand même inouï. Oui, c'est rare qu'on ait autant d'éléments sur un même criminel et qu'il continue malgré tout à échapper aux enquêteurs. Il a eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Mais il faut aussi réaliser une chose. Au moment des faits, dans l'affaire Politi-Müller, les policiers enquêtaient sur un double homicide isolé. Personne ne pouvait envisager un rapprochement avec l'affaire Cécile Bloch, une petite fille violée et tuée un an plus tôt dans le 19e arrondissement. Ce n'est que grâce à l'ADN qu'on a pu faire ce rapprochement 14 ans plus tard. On a retrouvé tous les hommes avec qui la jeune Irmgard Müller avait eu des aventures et qu'elle avait noté dans son calepin. Tous, sauf un. Est-ce que, selon vous, le fameux Élie Loringe est le grêlé? C'est peut-être une fausse piste, mais on ne pourra pas la refermer tant qu'on ne saura pas qui se cache derrière ce nom. Sur les 30 personnes inscrites dans son carnet par la jeune Allemande, c'est le seul qu'on n'ait pas réussi à loger, comme on dit dans notre jargon policier. C'est vrai que c'est suspect. Il a également donné une adresse, rue Rubens, dans le 13e. Est-ce qu'il aurait pu donner une fausse adresse? S'il a donné cette adresse, c'est qu'il la connaissait. Donc ceux qui ont séjourné dans ce squat rue Rubens, ou à proximité, ont peut-être croisé un nommé Loringe au printemps 87, voire quelqu'un à la peau grêlée, si c'est bien de lui qu'il s'agit. Ces gens-là peuvent se faire connaître auprès des enquêteurs. Est-ce qu'il a pu donner un faux nom? On sait que le grêlé avait l'habitude d'utiliser une fausse identité et se faisait passer pour un policier auprès de ses victimes. Mais d'habitude, quand on prend un pseudonyme, on choisit un nom très courant. Si c'est un faux nom, il a sûrement un sens particulier, au moins pour celui qui se l'est inventé. Mais si Élie Loringe reste à ce jour un mystère, on a en revanche acquis quelques certitudes sur le meurtrier à la peau grêlée. Car tout au long de son parcours criminel, il n'a pas seulement laissé ses empreintes génétiques. Par son comportement, ses préférences, ses ruses, il a laissé derrière lui beaucoup d'indices sur sa propre personnalité. Dis-moi quels sont tes crimes, je te dirai qui tu es. Le mode opératoire d'un tueur en série trahit toujours sa personnalité. Chaque passage à l'acte en dévoile une nouvelle facette. Ses constantes le révèlent. Le grêlé ligote ses victimes et il se sert aussi de liens pour les étrangler. Pour les psychiatres, ce choix est lourd de sens.
très souvent, le tueur en série, il va utiliser des instruments ou des moyens d'immédiate proximité avec le corps de la victime. Il va rarement utiliser les armes à feu, parce que les armes à feu, c'est distancié. Donc le tueur en série, il utilise les armes blanches, il utilise le lien, parce qu'il faut qu'il y ait un contact corporel, presque charnel, avec sa victime. Cécile, Esther, Delphine, l'auteur a systématiquement entravé ses victimes. Pourtant, il est décrit comme athlétique, mesurant plus d'1,80 m. Il aurait donc pu simplement user de sa force pour les immobiliser. Je pense que le lien, le positionnement de la victime participe, à mon avis, à la fixation quasi photographique de la scène de crime, et le sujet va capitaliser, mémoriser ces images-là qui vont ensuite entretenir ses fantasmes. Ligoter sa victime dénote une cruauté particulière. Ce mode opératoire est forcément celui d'une personnalité sadique. Dans le sadisme, il y a le mal que l'on fait à un enfant, c'est-à-dire la souffrance physique, mais il y a aussi la terreur de l'enfant, les deux alimentant la jouissance de l'auteur. Il n'y a pas qu'une jouissance sexuelle, il y a toute la dimension d'emprise de l'auteur, la dimension de domination, de chosification de la victime. Le grêlé attache ses proies pour les immobiliser, pour mieux jouir de leur détresse, pour mieux se souvenir. Mais la position dans laquelle le cadavre d'Irmgard Müller a été retrouvé nous livre une information supplémentaire sur son déséquilibre psychique. La crucifixion, là, elle fait partie de quelque chose qui a à voir avec la fantasmatique perverse du sujet. Mais très souvent, les tueurs en série sont menacés sur le plan émotionnel par les femmes. Donc, habituellement, quand ils agressent des femmes, ils les mettent en position d'impuissance, comme ça. Ils exposent le lien, l'attachement, l'écartèlement, la crucifixion. C'est exposer à son propre regard et au regard d'autrui une femme impuissante qui n'est plus devenue ou qui n'est plus menaçante comme il le redoute. Il voit la femme comme la sainte, la vierge, la déesse ou la pute. Entre les deux, il n'y a rien. Et ou bien on l'obéit dans son fantasme, ou bien il considère que c'est un rejet. Alors à ce moment-là, il déchaîne dans une colère et la victime va payer. Mais cette haine des femmes n'exclut pas certaines liaisons. On sait que le grêlé en a eu une avec Irmgard Müller. Et elle n'exclut pas non plus une vie de couple bien rangée. Voilà l'homme de tous les jours, bien propre sur sa personne, présentable, présentant agréablement. C'est ce qui nous est donné au-delà du portrait robot par les descriptions que font les différentes victimes qui ont pu survivre. Et je suis certain au fond de moi-même que ce type a une vie de famille, a des amis, a des collègues de travail. Et peut-on penser que dans ses proches, personne n'a jamais eu un doute? Le grêlé pourrait donc être bien inséré dans la société. Et ses déviances pédophiles seraient restées secrètes, inconnues de son entourage. La pédophilie, si vous voulez, dans ce cas-là, est presque une déviance sexuelle en besace, c'est-à-dire qu'ils ont une vie normale, une vie sans histoire, et puis dessus va se greffer cette démarche pervertie de leur sexualité. Le grêlé planifie ses passages à l'acte. Il repère les lieux, décide des circonstances, sélectionne sa victime. Chacune de ces agressions est préméditée. La préparation d'un acte va effectivement alimenter les fantasmes, d'une part. Préparation, c'est déjà du plaisir, hein, c'est-à-dire déjà fantasmer ce qui va se passer. Il ne faut jamais oublier que le tueur en série, il est habité par un fantasme mégalomaniaque, c'est-à-dire il est dans la maîtrise des situations, dans la maîtrise des choses. Il lui arrive d'ailleurs de se mettre dans des situations à haut risque, c'est-à-dire intervenir en plein jour quand il y a beaucoup de monde, parce qu'il jouit de sa toute-puissance. C'est cette confiance et ce sang-froid qui caractérisent le grêlé. Il n'a pas peur d'être vu par des témoins. Il agit en plein jour. Il se joue de Sophie en se présentant comme policier. Insouciance ou insolence, il fournit de multiples indices aux enquêteurs. Le mégot dans le double meurtre du Marais, ou la BD pornographique dans la ferme désaffectée de Saclay. Il ne cherche pas à faire disparaître les corps, ni celui de Cécile Bloch, ni ceux de Gilles Politi ou d'Irmgard Müller. Au contraire, il les expose.
Chez les tueurs en série, par définition, il y a ce qu'il agit et ce qu'il laisse derrière lui, comme une espèce de scène de théâtre. On a parfois comparé ça à une espèce de théâtre, un théâtre des horreurs. Tout ça est fait à la fois pour satisfaire au fantasme pervers de son auteur, mais aussi pour exposer à l'autre. Il y a toujours une espèce de jeu très particulier entre le tueur en série et les enquêteurs, du gendarme et du voleur, on pourrait dire, où c'est une espèce de logique de compétition, on a envie de dire, entre l'un et l'autre, entre l'un et les autres. Tueur sans état d'âme, jouissant de la terreur de ses victimes et narguant la police, le grêlé pense maîtriser sa vie en décidant de celle des autres. Il tue Cécile Bloch, Gilles Politi et Irmgard Müller, il croit tuer la petite Esther, mais il laisse la vie sauve à Sophie et à Delphine. Il choisit ou pas de donner la mort. Souvent on a comparé d'ailleurs le tueur en série à une espèce de démiurge. C'est lui, il est le dieu, le dieu qui décide de la vie ou de la mort de sa victime. Jean-Marc, la question mérite d'être posée. Est-ce qu'on peut envisager que le grêlé n'ait pas fait semblant d'être policier, mais qu'il l'était vraiment? On peut tout à fait se poser la question, bien sûr. Et à l'époque, les enquêteurs se la sont posés. Dès qu'ils ont su que l'agresseur de Sophie avait montré une carte de police, ils ont épluché toutes les affaires de violences sexuelles impliquant des policiers ou des gendarmes. Mais ça a été très vite écarté. N'oublions pas que le grêlé se sert de cette ruse pour impressionner des enfants. Et pour ça, il suffit d'une carte tricolore avec écrit police dessus. N'importe qui peut s'en fabriquer une. Entre 1986 et 1994, on sait que le grêlé a commis 4 viols et 3 homicides. Mais depuis, plus rien. Est-ce qu'il a pu continuer son activité criminelle sans qu'on le sache? Oui. S'il se déplace à l'étranger, par exemple. À l'heure actuelle, il n'y a pas de fichier centralisé au niveau mondial pour pister les criminels en série. Sans parler bien sûr des commissions rogatoires internationales, parfois impossibles à mettre en œuvre. Est-ce qu'il a pu s'arrêter de lui-même? Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça peut arriver. Aux États-Unis, le tueur en série Dennis Rader, alias BTK, a tué 10 personnes entre 1974 et 1991. Puis il s'est arrêté pendant 15 ans avant d'être mis sous les verres. Le témoignage de Delphine, la dernière victime connue du grêlé, laisse penser qu'en 1994, il était plutôt établi, assez propre sur lui. Il mène peut-être une vie tranquille quelque part en France, il dit bonjour à ses voisins, il va chercher son pain, il est peut-être même marié avec des enfants, qui sait. Et personne ne soupçonne une seconde qu'il ait pu commettre ces crimes atroces. Dernière hypothèse, est-ce qu'il est tout simplement mort? C'est toujours une possibilité. Mais en 1986, il avait, selon les témoignages, la trentaine. Il devrait donc avoir aujourd'hui aux alentours de 50 ans. Sauf accident ou maladie, le plus probable, c'est qu'il est encore vivant. Il y a donc un criminel extrêmement dangereux qui court toujours et qui peut frapper à nouveau à tout moment. Je ne peux pas me mettre à la place des familles des victimes qui, pour certaines, attendent des réponses depuis près de 25 ans. Mais je sais que les enquêteurs de la crime n'ont compté ni leur temps ni leur peine pour retrouver le grêlé et qu'ils ont toujours cette affaire en travers du gosier. Mais tout espoir n'est pas perdu. La traque du grêlé l'a prouvé à plusieurs reprises. Les progrès de la police scientifique réservent souvent des surprises à retardement et il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, ces progrès permettent enfin de mettre un nom sur cette série de crimes inqualifiables. Les hommes de la crime ne s'avouent pas vaincus. Il leur reste un atout en main. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG. Le FNAEG est la seule solution qui nous reste à l'heure actuelle pour avoir une certitude. La seule chose qui pourra parler maintenant, c'est l'ADN. Le FNAEG est alimenté en permanence par les empreintes génétiques des personnes condamnées ou mises en cause dans des affaires judiciaires. Chaque jour, 1 millier de ces empreintes s'ajoutent à la base informatique. L'espoir est d'y voir un jour réapparaître la fameuse série de chiffres 16, 17, 16, 17, 7, 9, 3. Celle qui correspond à l'ADN du grêlé. S'il était enfin arrêté suite à une récidive, on éluciderait d'un seul coup 3 homicides et 2 viols. Au moins. L'espoir, c'est le coup de chance. Indiscutablement. Aujourd'hui, l'espoir, c'est qu'un jour, cet individu réitère les faits qui lui sont reprochés.
un coup de chance qui serait également un grand malheur. Les statistiques démontrent que le taux de récidive des tueurs en série, c'est quasiment 100%. 100%. C'est suffisamment éclairant de la dangerosité de ce type de personnage, hein, et de l'impossibilité d'éteindre véritablement le fantasme pervers. Il faut qu'il recommence. Et vous allez trouver beaucoup de parents qui aimeraient laisser leur fille comme proie pour qu'il recommence.